Écoutez, ravi de vous accueillir ce soir au sein du centre social Artois Champagne. On a le directeur qui est présent, mais il se cache. Je le vois au fond du couloir. Donc David Cornu qui nous accueille avec son équipe. Donc on est ravis de se retrouver ici pour un deuxième rendez-vous santé au centre social. Je me demande si on n'a pas démarré au centre social les soirées santé, il me semble. Voilà. Alors, ces réunions, elles continuent à avoir un grand succès, et quand on voit le monde qui est présent, on se dit qu'il y a une nécessité d'apporter des informations, puisqu'on est tous en attente parfois d'informations complémentaires sur un certain nombre de sujets de santé qui nous préoccupent et pour lesquels on n'a pas toutes les réponses. Alors c'est vrai que le sujet de ce soir est un sujet intéressant parce qu'il nous a tous touchés dans notre vie, quand on était enfant ou même à l'âge adulte. Je crois que chacun d'entre nous a dû se retrouver dans une situation où il s'est dit je vois bien que c'est une situation d'urgence et je ne sais pas trop comment y prendre. Ou alors, après coup, de se dire si j'avais su qu'il fallait s'y prendre comme ça, on aurait réglé le problème un petit peu plus vite. Donc c'est vrai que les gestes des premiers secours nous touchent tous dans la vie quotidienne, et avoir des informations qui viennent des médecins même, c'est quelque chose de précieux. Alors à nouveau, je voudrais remercier le centre hospitalier de son partenariat avec la ville de Saint-Quentin, puisque les médecins du centre hospitalier acceptent de nous donner du temps régulièrement au sein de ces soirées. On y tient beaucoup, cher docteur Bernard, puisque ça permet également un contact en direct avec la population, autrement que lors des jours de consultation où nous sommes un petit peu moins détendus quand même. Quand on vient vous voir au centre hospitalier, on n'est pas toujours très rassurant. Donc ce soir, ça tombe bien, avec Béatrice Berthaud qui nous aide à monter ces opérations. Nous accueillons le docteur Bernard, qui est à la fois président de la commission médicale d'établissement, donc il représente les médecins du centre hospitalier, et il est aussi médecin-chef. Non plus, bon voilà, j'ai dit ma bêtise. Il a été médecin-chef des urgences, mais il va nous expliquer ça aussi dans quelques instants. Je voudrais saluer un certain nombre de personnes qui sont à nos côtés également. Monique Riot, qui est conseiller régional en charge des questions de santé et puis premier adjoint à Saint-Quentin. Christian Huguet, qui est le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Merci de votre présence également. Je voudrais remercier les partenaires, et ce soir c'est la Croix-Rouge que l'on retrouve avec plaisir. Donc, je crois qu'on aura aussi peut-être une intervention de la Croix-Rouge ou quelques mots également. Nous, au niveau de la ville de Saint-Quentin, on a un engagement vis-à-vis de nos agents de formation. On a nos agents qui se font former aux gestes de premier secours. C'est aussi quelque chose d'important, parce que, y compris en situation professionnelle, on peut se retrouver en situation d'avoir à aider des gens. Je terminerai mon propos juste pour dire que dans d'autres pays, il y a de meilleures informations qui circulent et on a de meilleurs résultats en matière de gestes de premier secours. Ce qui fait que la prévention et la sensibilisation sont vraiment extrêmement importants. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, les enfants, depuis quelques années, en font l'apprentissage au niveau de l'école primaire, mais c'est encore tout récent. Alors, le docteur Bernard dit comme ça, il y a peut-être mieux à faire, mais nous, en tant qu'adultes, en effet, la formation ou pas, les piqûres de rappel sont toujours bonnes, puisque moi-même j'ai fait la PLS et un certain nombre d'essais pratiques il y a 2 ou 3 ans. Je crois que je n'ai quand même pas tout retenu aujourd'hui, et ça mériterait à nouveau quelques explications. Voilà, alors merci de votre présence et du temps qui est consacré. Je vais céder la parole à Béatrice Berthaud. Bien, merci donc à vous tous d'être ici pour cette effectivement deuxième année des conférences. Donc je vais laisser bien sûr la parole à Marc avec qui on co-organise ces réunions depuis l'année dernière. Donc on aura l'occasion de le répéter en fin d'intervention, mais effectivement le programme est déjà bien détaillé pour l'année 2019. Donc on vous dira un petit peu les différents thèmes qui seront abordés et je vais laisser la parole à Marc. Merci, donc bonsoir à toutes et à tous. Déjà merci de votre présence. On est dans un cycle effectivement de partenariat avec la ville. Je remercie Madame le maire en particulier.
L'année dernière, comme vous le savez, on a pu aborder l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus, l'artérite, l'apnée du sommeil, le cancer. Donc vous voyez des thématiques. Donc là ce soir sont les bons réflexes en telle urgence. D'emblée, je vous annonce un petit peu la couleur. Je vais survoler une dizaine de situations qui peuvent être considérées comme graves, une situation d'urgence. On ne va pas rentrer dans la pratique, ce qu'on disait. Je ne vais pas vous montrer comment faire une PLS ou le massage cardiaque, j'en dirai un petit peu. C'est le rôle des secouristes présents, quelle que soit l'association. Bien évidemment, vous aurez tout loisir en sortant de vous inscrire. Vous verrez, je vous inciterai très très fortement à une formation, et ce, quel que soit l'âge. Ça, c'est énormément d'importance. Mon propos ce soir, il est plus dans le conseil et d'essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire en fonction des situations d'urgence. Donc c'est plus qu'est-ce que l'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On estime qu'environ, il y a à peine la moitié des Français qui se disent avoir été formés à des gestes de premier secours. Quand on compare aux autres, les Allemands, Hollandais, les pays scandinaves, ils arrivent à 90%. Vous constatez qu'on a une marge de progression qui est quand même très très importante. Et pourtant, là j'ai piqué des affiches à la Croix-Rouge, les noyaux d'abricot, ça tue plus que les attaques de requin. Le noyau d'abricot qui vient se coincer dans la gorge, ça peut être redoutable. La peau de banane, c'est un petit peu la même chose, liée aux chutes, ça entraîne des décès. Et donc c'est quand même une vraie préoccupation de pouvoir constater qu'il n'y a pas la moitié de nos concitoyens qui ont été formés sur des gestes de premier secours. Donc cette formation elle est indispensable et nécessaire, et surtout inscrivez-vous et faites-le. Et puis tout en bas, je vous ai mis une personne âgée. J'ai dit ça uniquement pour les cheveux blancs, donc je suis concerné aussi, il n'y a pas de problème. Dans toutes les situations comme celle-là, j'ai aussi regardé les remèdes de grand-mère. Et donc là, je me permettrai de vous donner mon point de vue sur des recettes de grand-mère qu'on trouve très volontiers sur Internet. Certaines font sourire, d'autres sont franchement préoccupantes. C'est pour ça que je fais un petit peu le parallèle entre les conseils que je peux vous donner sur des situations d'urgence et puis ces fameuses recettes. D'emblée, je vais vous parler du centre 15. Le centre 15, c'est un numéro de téléphone. Ça me paraît indispensable dans la mesure où sur toutes les situations d'urgence que je vais pouvoir décrire après, le premier interlocuteur, ce sera le centre 15. Et il faut vraiment que vous ayez l'information sur l'utilité de ce numéro 15, dans la mesure où quand vous le faites, en première intention, vous aurez un permanencier auxiliaire de régulation médicale, un PAM. Il faut le savoir, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation extrêmement préoccupante et vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un va vous demander quelle adresse, des précisions importantes sur la localisation de ou des victimes. Ça vous paraît saugrenu parce que pour vous, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. En ayant beaucoup régulé au niveau des appels, on a quand même été parfois confronté à des gens qui nous disent venez vite et qui raccrochent. On n'a pas l'adresse. Donc de bien comprendre que c'est primordial et c'est leur rôle au niveau de ces permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui ont été formés pour ça, de récupérer ce qu'on appelle les données administratives. Et donc il faut vous attendre. Quand vous appelez le 15, la première chose qu'on va vous demander, ce sont des données administratives. Bon, maintenant, on a moins de loupés au niveau des personnes qui raccrochent, dans la mesure où on a toujours le numéro de téléphone qui s'affiche, y compris pour les listes rouges. Il faut quand même le savoir, ce qui a d'ailleurs limité singulièrement les appels malveillants, puisqu'on voit systématiquement quel est la plainte. Donc, de savoir qu'au centre 15, vous aurez d'abord un permanencier auxiliaire de régulation qui va vous passer le médecin. Et c'est effectivement le médecin qui va apprécier la gravité de la situation, qui va vous demander le maximum de renseignements médicaux sur les antécédents, etc. Donc vous voyez que c'est dans une deuxième phase où vous allez pouvoir expliquer ce qui se passe. En sachant qu'à la fin du coup de téléphone, le médecin vous fera part d'une décision. Vous l'écoutez, certaines fois il vous fera répéter, parce qu'il va vous expliquer en disant bon, là vous pouvez donner du paracétamol, il n'y a pas de souci, là je vais vous envoyer une ambulance, là c'est pour votre médecin traitant, là je vais envoyer un soin, etc. Il va vous faire part de la décision. Donc vous savez ce qui va se passer après. En sachant aussi que dans les règles, ce n'est pas systématique, mais donc de savoir qu'avec cette décision, normalement, c'est vous qui raccrochez. Le médecin va vous demander vous avez bien compris, etc., etc. Éventuellement de faire répéter, mais sinon vous raccrochez, c'est vous qui terminez la conversation après avoir donné toutes les informations. Moi, je vais attaquer d'emblée avec l'arrêt cardiaque, qui est quand même la situation, je dirais, la plus dramatique que l'on peut retrouver.
sur toutes les études qui ont été faites, et donc c'est le dernier rapport de l'Académie de médecine de octobre 2018, donc vous voyez que c'est quand même vraiment pas loin. Il y a moins d'un tiers des Français qui ont été formés aux gestes de premier secours, et on s'interroge quand même, puisque normalement l'initiation est obligatoire depuis 2004 au niveau des collèges, et les études ont montré qu'il n'y a pas 55% des collégiens qui ont été formés au premier secours. On va là-bas vers l'éducation nationale, mais la mesure de former tout le monde à partir des collèges paraissait pertinente, qui n'empêche qu'elle n'est pas efficace. Et donc les conséquences de cette absence de formation aux gestes de premier secours, on le retrouve. En France, il y a 40 000 arrêts cardiaques qui se produisent en dehors de l'hôpital. Je ne parle pas du tout de décès attendus, de mort naturelle, etc. On est confronté à des arrêts cardiaques jusqu'à preuve du contraire inattendus, qui surviennent chaque année en France. Moins de 10% de survie. En clair, c'est 5 à 7% de survie. On compare avec les pays européens, les pays d'Europe du Nord, ils arrivent à 30%. De savoir que quelqu'un qui présente un arrêt cardiaque en France a 5 à 7% de chances de survie, alors qu'il en aurait 30% dans les pays du Nord, ça interpelle quand même, et ça fait vraiment dire qu'il est indispensable que tout un chacun se forme aux gestes de premier secours. En sachant que sur ces arrêts cardiaques, 80% sont considérés comme d'origine cardiaque, ce qui veut dire que l'on pourrait faire quelque chose. Donc, on a la situation. Sur une enquête qui a été réalisée par la Croix-Rouge, on n'aurait pas un tiers des personnes qui débuteraient un massage cardiaque. Donc là, on a un souci. D'accord, donc le résumé d'une façon extrêmement courte, présenté par la Société française de cardiologie. En présence d'un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, déjà des choses, des points que je veux apporter ce soir. La recherche du pouls, c'est complètement inutile. D'accord, c'était enseigné par le passé, il faut rechercher le pouls. C'est d'autant plus stupide que l'immense majorité des personnes ne savent pas où se trouve le pouls. Et en plus de ça, là, vous vous trouvez dans une situation où il n'y a pas de pouls. Donc, ça ne sert à rien, c'est perdre du temps. La notion de bouche à bouche, qui a été mise très très longtemps, ne sert absolument à rien. Les études l'ont démontré, ça n'apporte pas une oxygénation supplémentaire. En plus, avec toutes les histoires SIDA, etc. Maintenant, c'est très clairement dit, lorsque le témoin n'est pas un professionnel de santé, il n'y a qu'un geste à faire, c'est le massage cardiaque externe. Sans ventilation, sans quoi que ce soit, c'est le massage cardiaque externe. Et l'autre notion qu'il faut apporter, c'est que le temps qui sera mis entre la personne qui s'effondre en arrêt cardiaque et le début des gestes, ça pronostique la survie. Donc au plus on va attendre, au moins on a de chance de pouvoir rattraper la situation. Donc en présence d'un arrêt cardiaque, il n'y a pas d'état d'âme. Je téléphone ou je fais téléphoner au centre 15, on ne perd pas de temps, on prend le pouls. Ça ne sert à rien de poser des questions, la personne est inconsciente, ne respire plus, ça va quand même relativement vite à s'apercevoir qu'il y a un vrai problème. Une personne qui ne réagit plus, qui ne respire plus, jusqu'à preuve du contraire, ça va être un arrêt cardiaque. Et donc là, c'est tout. Il faut se mettre au massage cardiaque externe jusqu'à l'arrivée des secours. Pour tous ceux qui ont déjà pratiqué des massages cardiaques externes, c'est long. Les secours, on se demande ce qu'ils font, c'est toujours très très long. On est tout à fait d'accord. La plus forte raison, on a tardé à prévenir par le centre 15 qu'il y avait une situation qui était grave. Mais donc, pas de bouche à bouche. Et il y a la question du défibrillateur. Vous voyez en bas, c'était mis au niveau mondial sur la chaîne de survie avec la nécessité d'un appel immédiat, une réanimation cardio-pulmonaire précoce, une défibrillation précoce, et après, c'est l'intervention des SMUR sur des prises en charge spécialisées. Ce qui fait que c'est l'appel au centre 15. Le massage cardiaque externe, vous le voyez schématisé là, ça se fait les bras tendus, on croise les deux mains, les bras tendus, et on provoque un appui régulier au niveau de la poitrine. Le défibrillateur, bon là aussi, je pense que les secouristes en ont ici pour vous le montrer, c'est pas compliqué. Il y a des patchs à déposer sur une espèce d'autocollant. On appuie sur un bouton pour mettre l'appareil en route. On écoute ce que dit la machine, il n'y a rigoureusement rien d'autre à faire, parce qu'elle va analyser le rythme cardiaque. Si ça se justifie, vous demandera d'appuyer sur un autre bouton qui permettra de provoquer un choc électrique externe.
Vous voyez là-haut, en haut à gauche, ce que c'est comme principe au niveau du massage cardiaque. C'est pas compliqué, c'est de savoir que dans le thorax, on a une espèce de pompe. Le fait d'écraser le thorax va comprimer la pompe, va chasser le sang, et le fait de relâcher va permettre à la pompe de se remplir. Ça va permettre régulièrement d'envoyer du sang vers les organes nobles, en particulier vers le cerveau. Vous voyez les positions des mains pour le massage cardiaque externe, et donc ça se fait au niveau du sternum, au niveau médiothoracique. Avec là-haut, vous voyez ce qui est pour nous au niveau médical, il y a d'abord un tracé électrique, parce que le cœur, ça fonctionne électriquement. Le premier tracé tout en haut à droite montre un tracé qui est normal. Le suivant, c'est une fibrillation, c'est-à-dire que le courant électrique se fait n'importe comment. Et donc, si on n'intervient pas, on finit avec un tracé plat, c'est-à-dire que là, le cœur n'a plus de fonctionnement électrique, d'où l'intérêt sur la deuxième phase d'avoir un défibrillateur pour permettre de choquer. C'est tellement un sujet d'actualité qu'à la mi-février 2019, les parlementaires de l'Assemblée nationale, ils ont été priés de se former au massage cardiaque externe, et donc à la sortie de l'Assemblée, il y avait beaucoup de secouristes qui étaient là, avec des mannequins, pour que nos parlementaires apprennent aussi à faire un massage cardiaque pour montrer vraiment que c'est d'actualité, qu'il faut former un maximum de personnes. J'ai quand même regardé parce qu'il y avait des défibrillateurs dans 50 ans. Madame le maire, sur le site de la ville, j'ai eu un peu de mal. J'ai fini par y arriver, et finalement on arrive à combien? À 70 défibrillateurs sur 50 ans. Vous en retrouvez dans tous les services publics, vous en retrouvez dans les écoles, vous en retrouvez dans toutes les salles de sport, etc. Il y en a. Donc le conseil que je peux vous donner, vous voyez le logo qui est en haut à gauche, c'est d'y repérer dans votre quartier, dans votre activité tous les jours, de retrouver où sont les défibrillateurs. On ne sait jamais, ça peut servir. Ça sauve des personnes, sinon on n'aurait pas une telle diffusion des défibrillateurs. Et là, dans l'exercice quotidien avec les sapeurs-pompiers, lorsqu'on peut intervenir suffisamment tôt avec un défibrillateur, on a sauvé des personnes qui se sont retrouvées comme avant leur arrêt cardiaque. Donc voilà pour l'implantation des défibrillateurs. Et donc l'arrêt cardiaque, à aucun moment le but est de culpabiliser, mais c'est vraiment de dire, lorsqu'on est en présence d'une situation particulièrement grave comme l'arrêt cardiaque, vous pouvez nous aider. Le but de ce soir, c'est ça, mais en totalité, vous pouvez nous aider. Si vous commencez un massage cardiaque, nous en arrivant au niveau du SMUR, on a des chances de rattraper la situation. Vous faites rien, je dirais presque que le résultat il est quasi assuré. Donc c'est pas du tout pour vous rendre responsable d'eux, c'est pas vous qui êtes responsable de l'arrêt cardiaque. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez nous aider, c'est qu'en agissant de cette façon-là, on peut rattraper des situations comme dans les pays scandinaves. Autre point d'aborder, qui a été abordé l'année dernière sur l'infarctus du myocarde. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est qu'un infarctus, une artère qui se bouche au niveau du cœur. Bon, on a eu d'éminents spécialistes qui sont venus exposer ça l'année dernière. Et je vais avoir l'autre raisonnement qui fait que vous êtes en présence d'une personne qui présente une véritable douleur dans la poitrine. Vous voyez, 120 000 personnes victimes d'un infarctus en France. Sur notre secteur, on considère au niveau des soins intensifs cardiaques qu'on a environ 150 personnes victimes d'un infarctus au centre hospitalier de Saint-Quentin. Ce qui est primordial, c'est le temps. C'est-à-dire qu'au plus on va pouvoir agir précocement, au plus on a de chances de pouvoir attraper le muscle cardiaque et le remettre dans l'état de fonctionnement le meilleur possible. Donc malheureusement, on y est souvent confronté sur des appels en disant depuis 3 heures, depuis 4 heures, j'ai mal dans la poitrine, j'ai attendu, je pensais que ça allait passer, et le résultat, malheureusement, il peut être là. C'est-à-dire qu'une douleur au niveau de la poitrine, si elle est vraiment brutale, si elle est en coup de poignard, si c'est très serré au niveau de la poitrine, à plus forte raison, si la personne a déjà présenté des problèmes au niveau cardiaque, il faut appeler le centre 15. J'irai rapidement et j'irai qu'on progresse d'année en année. Parfois, on a des personnes qui nous appellent un quart d'heure après en disant depuis un quart d'heure, j'ai très mal dans la poitrine. Ok, on s'en occupe. Donc vous voyez là aussi les recommandations de la Société française de cardiologie, une douleur brutale au milieu de la poitrine, constrictive, en étau, etc. On fait le centre 15, on appelle. C'est aussi ce que j'essaye d'apporter ce soir en disant, c'est bien, vous avez appelé le centre 15 et après, vous allez vous promener, vous attendez que ça passe. L'idée est vraiment de vous donner le maximum de conseils en disant, même en attendant l'arrivée des secours, vous pouvez nous aider. Nous aider en conseillant à la personne qui a mal dans la poitrine de se mettre au repos. Parce qu'on a toutes les démonstrations de dire que quelqu'un qui va rester très très stressé, ça a tendance quand même à resserrer les coronaires et finalement à aggraver les lésions.
de rester à jeun. Ça peut paraître tout bête, mais comme après il va y avoir toute une prise en charge, on préfère de loin que les personnes soient à jeun. Si elles ont mangé, etc., c'est tout. Mais c'est vraiment de dire, c'est peut-être pas le moment de reprendre un café en plus, un grand verre d'eau, etc. Vous pouvez déjà fantastiquement nous aider en retrouvant les ordonnances précédentes. La carte vitale, c'est pas pour vous faire payer, c'est parce que ça nous permettra au niveau de l'hôpital d'avoir la plus grande sécurité sur votre identité, pour éviter les problèmes d'identité-vigilance. Certaines personnes ont un dossier médical. À ce sujet-là d'ailleurs, c'est vous inciter à avoir votre dossier médical. Si vous avez toute une histoire médicale, voyez avec votre médecin traitant pour avoir des copies. Lorsque nous on intervient, des lettres, des comptes rendus d'hospitalisation, etc., ça peut énormément nous aider. Favoriser l'arrivée des secours, c'est très clair, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, on nous attend. À titre d'anecdote, ça nous arrive quand même d'intervenir dans des immeubles, dans des appartements, etc. Et d'arriver, de trouver porte close. Eux aussi, les pompiers sont arrivés, ont été attendus, accueillis. Nous, on va suivre 5 ou 10 minutes après, et là, plus personne. Donc d'y penser. Normalement, le médecin régulateur vous aura dit qu'il vous envoie un SMUR, et donc nous, on va intervenir. Autre point d'ailleurs, lorsqu'on se déplace dans les communes, etc., la nuit, le fait de laisser une lampe allumée, etc., ça peut nous aider. Et finalement, de pouvoir gagner du temps, plutôt que de passer son temps à tourner pour essayer de trouver la bonne adresse. Donc il va y avoir une prise en charge par le SMUR, là aussi sur une douleur thoracique importante. Soyez convaincus que l'on ne perd pas de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, sur place, on posera une perfusion, sur place, on réalisera un électrocardiogramme, ça nous est indispensable pour la suite de la prise en charge. Donc il y aura la réalisation d'un électrocardiogramme et on pourra commencer le traitement. On a des médicaments extrêmement puissants, on peut commencer sur place. Aussi de savoir que l'orientation se fera avec une douleur thoracique vers l'hôpital. J'ai d'excellents amis au niveau de la clinique, l'hôpital privé, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Mais au niveau de la clinique, il n'empêche que l'unité de soins intensifs cardiologiques est au centre hospitalier. Et donc, toute douleur thoracique confirmée sur un infarctus en cours ira vers le centre hospitalier. Donc ça, il faut quand même le comprendre et le savoir quelque part. C'est indispensable. Comme je vous l'ai dit, je me suis intéressé à ma grand-mère. Mes meilleurs sentiments que je peux avoir pour elle. En regardant donc, sur Internet, le premier remède lors de l'arrivée d'une angine de poitrine est de cesser son activité, de se reposer au calme. J'ai envie de lui dire, faire médecine, je suis archi d'accord, ça n'y a absolument aucun problème, c'est très très bien, effectivement, il faut arrêter son activité, se reposer au calme. C'est dans le contexte d'angine de poitrine, mais pour tout un chacun faire la différence entre une crise d'angine de poitrine et une véritable douleur en faveur d'un infarctus, c'est pas facile à faire. Où je suis un petit peu moins d'accord avec ma grand-mère, c'est qu'elle explique la crise de foie en gorge offre un avantage considérable. J'avoue sincèrement que le foie en gorge, je ne sais pas très bien ce que c'est. Une fausse crise d'angine de poitrine. Or, ça se soigne le plus simplement du monde en 2 minutes. C'est magnifique. Je pense qu'on a vraiment des publications à faire. Vous la faites disparaître en avalant un verre d'eau fraîche à petite gorgée. Il n'est d'ailleurs pas impossible que le verre d'eau soit d'un bon effet, même en cas de vraie engorge. Là, ça m'ennuie déjà beaucoup plus. Mais là, je ne vous garantis rien. Là, on sent vraiment le courage du rédacteur en disant « Vous pouvez toujours prendre un verre d'eau », mais là, je vous garantis absolument rien. De toute façon, le verre d'eau ne vous fera pas de mal en attendant le SAMU, le cardiologue. Je suis modérément d'accord, dans la mesure où il est plutôt conseillé de rester à jeun pour la suite des éléments, des examens que l'on va faire. Et donc, c'est pas forcément le mieux. Donc, moi, la recette du verre d'eau, de boire un petit gorgée sur une douleur thoracique constrictive, je vous avoue très sincèrement que je suis modérément emballé. Donc ça, c'est ce qui concerne l'infarctus. Autre point qui a aussi été exposé l'année dernière, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est la deuxième cause de décès dans le monde. Au niveau du centre hospitalier de Saint-Quentin, parce qu'une nouvelle fois, l'unité neurovasculaire se trouve au centre hospitalier. 550 accidents vasculaires qui sont pris en charge par an, c'est considérable. Et on sait que sur notre territoire, qui est vaste puisqu'il va jusqu'à Hirson, jusque Laon et Péral, on devrait avoir 800 personnes atteintes d'accidents vasculaires par an. Vous vous rendez compte que c'est une activité qui est considérable. Et donc de vous rappeler les signes les plus simples, qui sont le fait d'avoir un mal de tête, trouble de la vue, vous voyez double, ou au contraire, il y a une partie du champ visuel, il y a tout un côté où vous ne voyez plus. Trouble du langage, parfois des personnes n'arrivent plus du tout à parler, ou au contraire, s'envernificotent dans les mots sans réussir à s'exprimer, et ça les agace un peu parce qu'elles savent ce qu'elles veulent dire, mais elles n'y arrivent plus. Les troubles du mouvement, ce sont les fameuses hémiplégies, avec un côté qui est paralysé, mais parfois pas complètement. Donc vous voyez un petit peu là aussi sur les recommandations qui sont faites en cas de mal de tête, de la vue, trouble du langage, trouble du mouvement.
les recommandations qui peuvent être faites. Donc certains ont fait des acronymes, hein. Visage paralysé, inertie d'un membre, trouble de la parole, en urgence appelle le 15. Là aussi, il y a un chronomètre qui va être mis en route en disant il ne faut pas contraindre, parce qu'on a des médicaments extrêmement puissants. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une artère qui a pu se boucher. On a des médicaments qui peuvent permettre de déboucher ces artères, et en particulier de dissoudre les caillots. Donc en présence d'un accident vasculaire cérébral, ce qui va être très important, c'est l'heure de survenue. Et là aussi, on a parfois des choses qui traînent et qui vont nous poser problème après dans la prise en charge. Dans les questions sur l'antécédent, l'autonomie, on en tient compte quelque part, c'est quand même très important de savoir, lorsque ça survient chez une personne âgée, quel est son degré d'autonomie, est-ce qu'elle est complètement autonome, ça peut être différent pour une personne gravitaire, etc. Les mesures sont quand même des traitements assez agressifs. Impérativement, le repos, de rester à jeun, de vous dire qu'en ayant appelé le centre 15, il ne faudra pas vous étonner que dans l'immense majorité des cas, ça sera l'envoi d'une ambulance, que ce soit privé ou de sapeurs-pompiers, dans la mesure où nous, en intervenant en SMUR, on ne pourra quasiment rien faire de plus. Le plus urgent, c'est de pouvoir arriver le plus vite possible à l'hôpital. Encore une fois, hein, l'ordonnance du traitement habituel, ça va changer beaucoup de choses pour nous, de savoir s'il y a un traitement anticoagulant, pas voyez sur des choses comme ça, d'avoir une idée du traitement antérieur, la carte vitale, le dossier médical, et une nouvelle fois de favoriser l'arrivée des secours. L'admission se fera au niveau du service des urgences. Là, on ne traîne pas. C'est vrai qu'on a quasiment des admissions directes. On passe à une IRM. Donc, c'est une imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre de voir ce qui se passe au niveau du cerveau. Puis, vers l'unité neurovasculaire avec une thrombolyse. L'idéal, c'est qu'elle se fasse dans les moins de 6 heures. Maintenant, on commence à avoir plus largement au niveau des horaires, mais toujours est-il que plus on la fera tôt, meilleur on a la chance de pouvoir récupérer au niveau de cet accident vasculaire cérébral. Et parfois, ça va justifier un transfert secondaire parce qu'il y a encore d'autres techniques qui existent pour aller désobstruer les artères qui ne se font qu'un lien lié à l'autre. Donc vous voyez déjà, on peut constater l'accident vasculaire cérébral, ne pas le traîner pour appeler, et en attendant de savoir nous attendre, de savoir préparer un dossier, de savoir préparer tous les éléments. Là aussi, de dire, lorsqu'on intervient en SMUR, parfois on est confronté quand même à devoir prendre une personne en charge, alors qu'il y a au moins une dizaine de personnes dans la salle. Essayez de comprendre que lorsqu'on arrive, on a besoin de se concentrer le plus possible pour comprendre ce qui se passe, de retenir toutes les informations. On a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous transmette la meilleure information possible sur le traitement, sur l'histoire de la personne. C'est difficile lorsqu'on a 3 ou 4 enfants qui sont en train de pleurer, de crier, etc., quand c'est pas les chiens. Et donc, là aussi, de réaliser dans quelles conditions de travail qu'on a besoin que vous nous aidiez, toujours le même raisonnement, pour qu'on ait les meilleures informations possibles. Je vous l'ai mis, j'ai trouvé ça assez succulent. Le remède miracle, c'est la tomate. Alors, lorsqu'on lit, bon, c'est magnifique, puisque effectivement, les personnes qui consomment des tomates, ça baisse de façon spectaculaire le risque d'AVC. Donc ça, je ne peux qu'approuver, c'est quand même génial. J'apprends qu'il y a un antioxydant qui s'appelle le lycopène, et surtout il faut cuire les tomates. Ça, je ne savais pas. Bon, je ne savais pas que les tomates, de toute façon, c'est efficace, mais là, en plus, il faut les cuire. Alors, je ne sais pas le résultat du lycopène sur la cuisson des tomates. Le plus surprenant, c'est finalement la conclusion, parce que manger 5 fruits ou légumes par jour, ça veut surtout dire que si vous avez une alimentation équilibrée, que si vous avez une certaine activité pour éviter les sédentaires, etc., évidemment que vous allez avoir la meilleure prévention d'accident vasculaire cérébral, de l'infarctus et de tous les problèmes de santé. Donc l'histoire en disant c'est magnifique, on a diminué les risques d'AVC de 57%, oui, des risques d'infarctus, oui, des risques de, etc., etc. Donc c'est un petit peu le raisonnement qu'on peut avoir, c'est très bien, je vous en prie, vous pouvez manger des tomates tant que vous voulez. Ça ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est ce que j'ai trouvé après, en autres recettes de grand-mère. Si ça va bien passer, voilà. Donc là, on est sur une méthode chinoise, alors c'est quand même très préoccupant quand on trouve ça sur Internet, à base d'une aiguille pour sauver la vie d'une personne en cas d'AVC. Il faut rester calme, donc ça je suis tout à fait d'accord. Quel que soit l'endroit où placer le corps de la victime, ne la déplacez pas, parce que si vous le faites, les capillaires éclateront. Ça, j'ai un gros doute, mais je ne sais pas. Il y aura des saignements dans le cerveau. L'ennui, c'est qu'il peut déjà y avoir des saignements dans le cerveau, ça va bouger la personne. Il serait préférable que vous ayez une aiguille de seringue. Donc je vous recommande tous d'avoir une aiguille à portée de la main. Ça pourrait vous servir.
simple aiguille pour la couture, etc. Donc surtout, il y a une aiguille sur vous. L'ennui, c'est ce qu'on va en faire. Parce que là, il est demandé de la passer au feu. Bon, je pense qu'il faut attendre qu'elle refroidisse quand même. Et à partir de là, il faut piquer les sommets et l'ensemble des 10 doigts, les uns après les autres. Si ça ne saigne pas, vous appuyez vraiment jusqu'à ce que ça marche. Pour faire couler goutte à goutte, serrez les doigts et commencez à presser le sang. Lorsque les 10 doigts commenceront à saigner, il faut attendre quelques minutes et vous verrez que la victime sera de retour à la vie comme si elle avait été ressuscitée. Honnêtement, j'ai jamais vu, je veux bien qu'on fasse des études de ce côté-là. Je pense que nous, de notre côté, on a peut-être des choses plus efficaces, mais on n'a pas l'expérience des Chinois. Si c'est que ça, bon, si nous on arrive en constatant que la personne faisant un AVC a les doigts qui saignent, je doute qu'elle ait un recul. Mais ça continue. Si la bouche est déformée, c'est lui les oreilles jusqu'à ce qu'elle devienne rouge et vous piquez également dans l'oreille jusqu'à faire tomber des gouttes de sang. Quelques minutes plus tard, sa bouche ne sera plus déformée. Quand on sait que la déformation est liée à une artère du cerveau qui s'est bouchée, j'ai quand même beaucoup de mal à être convaincu de la méthode. Donc vous avez compris, vous avez besoin d'une aiguille sur vous et attendez jusqu'à la victime revienne à son état normal. Je crains que vous attendiez longtemps. Sans aucun symptôme inhabituel, accompagnez-la à l'hôpital le plus proche. Non, je préfère que vous appeliez le 15 et qu'on s'assure que vous arrivez dans de bonnes conditions. Et donc là, c'est génial puisqu'ils nous disent que c'est efficace à 100% à l'aide d'une aiguille. Donc je ne peux que vous inciter à tous avoir une aiguille sur vous. Très sincèrement, je ne suis pas convaincu de la méthode. Ce qui m'ennuie, c'est que ça peut être dangereux. C'est qu'effectivement, à la lecture de ce genre de choses, on peut se dire qu'après tout, les Chinois ont une autre expérience que nous. Et se lancer dans ce genre de péripéties ne me convainc pas. La crise d'épilepsie, vous pouvez y être confronté parce que vous avez des épileptiques dans votre entourage, etc. La crise d'épilepsie, elle se caractérise par une perte de conscience brutale, avec des tremblements, que nous on appellera des convulsions. Ça peut concerner tout le corps ou pas forcément. Il y a la notion de perte d'urine. C'est pas systématique dans la mesure où si la personne a été urinée avant, il est évident qu'il y aura une perte d'urine. La morsure de langue, ça dépend où se situe la langue au moment de la crise, donc c'est pas non plus forcément significatif. C'est une durée variable. La fin de la crise, ça se caractérise par effectivement quelqu'un qui va revenir progressivement à lui avec une respiration très bruyante, très ample, ça s'entend, et progressivement retour à la conscience en sachant qu'il y aura une amnésie, c'est-à-dire que la personne ne se souviendra pas de ce qui s'est passé. Et très souvent, à la fin de la crise, il y a une espèce d'état d'hébétude, la personne se demande où elle est et qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous voyez, c'est sur les tracés électriques du cerveau, on est toujours sur l'électrique. Il y a des moments où c'est l'équivalent d'une fibrillation, c'est un orage électrique qui provoque ce genre de situation. Qu'est-ce qu'on peut faire en présence d'une crise d'épilepsie? Une nouvelle fois, on va retrouver l'appel au centre 15, c'est quand même très important. Il faut tout faire pour éviter que la personne se blesse. Il faut écarter les tables, les chaises, etc. parce que les mouvements sont tout à fait incontrôlés. Donc il faut écarter la personne, surtout écarter les objets pour pas qu'elle se blesse. Ne rien mettre dans la bouche. J'aurais tendance à dire ça vaudrait mieux, sauf si vous avez envie de vous faire mordre, ce qui ne paraît pas être la meilleure solution, en sachant toute tentative de mettre quelque chose dans la bouche à ce moment-là, d'une part ne sert à rien, d'autre part les muscles les plus puissants du corps humain sont les masséters. C'est-à-dire que quand ils sont contractés en fermant la mâchoire, vous pouvez toujours y aller, vous l'ouvrez à temps. Donc ça ne sert à rien. Il y a toutes les théories d'essayer à tout prix etc. Même si une morsure de langue, c'est tout. Mais ça ne sert absolument à rien de vouloir mettre quelque chose dans la bouche. D'ailleurs, la plupart du temps, au niveau des secours, on y arrive une fois que la crise est en train de passer. De savoir si la personne a déjà eu des crises d'épilepsie, et de pouvoir la mettre, ce que je viens tout à l'heure, en position latérale de sécurité une fois que la crise est en train de passer, parce qu'il pourrait y avoir des vomissements. Et dans ces cas-là, c'est quand même mieux que les vomissements se produisent à l'extérieur que dans les poumons. Là aussi, lors de l'appel, que l'on puisse avoir quelqu'un qui nous décrive la crise telle qu'elle s'est produite. Et c'est là, encore une fois, vous pouvez nous aider. Est-ce que c'était le corps en entier? Est-ce que c'était uniquement un bras? Est-ce que c'était au niveau du visage, etc. Ça nous orientera après sur la suite de la prise en charge. Donc c'est vraiment de nous aider en décrivant la crise, en sachant depuis combien de temps elle s'est produite, si la personne est épileptique, est-ce qu'elle a pris son traitement, est-ce qu'elle l'a repris, etc. Ma grand-mère, elle est restée plutôt sèche sur la crise d'épilepsie. J'ai eu beau chercher, manifestement, elle ne préconise rien. Donc là, elle est sympa. La crise d'asthme. Vous voyez un petit peu 4 millions de Français qui sont concernés par l'asthme. C'est quand même une maladie extrêmement fréquente. Ça représente quand même 200 000 passages au niveau des urgences.
L'asthme est parfaitement pris en charge par les médecins traitants, par SOS médecins, voire par le pneumologue. Il n'y a absolument aucun souci. C'est vraiment dans la pratique courante, c'est pris en charge au niveau de l'asthme. Vous voyez sur les schémas à la droite, il y a une bronche normale, il y a une bronche chez l'asthmatique qui est rétrécie, et en cas de crise, l'air a de très grandes difficultés pour passer. Où on vous alerte, c'est parce que l'asthme est quand même responsable de 300 morts par an, parce que la crise d'asthme peut être extrêmement grave. Et donc je vous ai mis un petit peu des critères de gravité. La crise d'asthme qui dure, manifestement les traitements ont été pris, mais ça dure, la personne continue à être gênée pour respirer, ça siffle. Ça dure, manifestement les traitements ont été pris, et puis même si les traitements sont habituels, même s'il y a des conseils de spray, etc., ça passe pas. La personne progressivement n'arrive plus à parler, ça c'est très 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 préoccupant. Un asthmatique qui n'arrive plus à parler, c'est que manifestement il est en état de mal asthmatique et est dans une situation grave par rapport à son asthme. Et on s'aperçoit que les personnes s'épuisent, parfois sont agitées, on les retrouve parfois en sueur parce qu'ils paniquent énormément, parce qu'ils n'arrivent plus à respirer. C'est une situation qui est très préoccupante, et là, il faut impérativement appeler le centre 15, et pour nous, c'est très grave. Je vous dis, on a quand même des situations qui évoluent vers le décès, l'épuisement, parfois on est confronté à des personnes, on a l'impression qu'elles sont endormies, on se dit tant mieux, ça va mieux, alors qu'en fin de compte, elles passent en coma, parce que la crise d'asthme est extrêmement sévère, avec des troubles majeurs. Donc c'est une urgence vitale. La crise d'asthme qui ne passe pas, qui dure, avec une personne qui s'épuise, qui n'arrive plus à parler, donc il faut impérativement appeler le centre 15, qui pourra vous donner des conseils en disant redonnez un coup de spray, etc. En attendant l'arrivée du SMUR, mettez la personne en position semi-assise, c'est la meilleure position pour pouvoir respirer. Dégrafer le col de chemise, tout ça c'est pour aider la personne pour respirer. Il faut essayer le plus possible de rester à côté de la personne, de la rassurer, éventuellement de respirer en même temps qu'elle, d'essayer de diminuer le stress qui lui aussi majore le stress au niveau des bronches. Tout ça avec toujours la même chose, de pouvoir nous renseigner sur le traitement habituel, etc. Parfois, on est obligé de rester très longtemps à domicile avec une crise d'asthme extrêmement sévère parce qu'on a des grosses difficultés, parce que la tension reste très basse, parce que la crise d'asthme ne passe pas, alors qu'on a des produits extrêmement puissants. C'est à savoir, dans ces cas-là, je vous dirais vraiment faites confiance au niveau des équipes médicales du SMUR, etc. Si on n'a pas la stratégie vite dans l'ambulance et vite vers l'hôpital, c'est parce que là, on pourrait prendre un risque vis-à-vis de la survie de la personne, et donc c'est parfois parfaitement justifié, on peut attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de l'efficacité du traitement. Donc savoir que c'est une véritable urgence, l'immense majorité sont prises en charge par les médecins, par SOS, les pneumologues et tout, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il y a des situations où c'est particulièrement grave, et là il faut savoir où ça peut. Ma grand-mère, pour l'asthme, en Hollande, il y a pléthore. Le miel, l'ail, le gingembre, la grenade, etc. On arrive au saumon sauvage du Pacifique. Ça me laisse un peu perplexe, je ne sais pas très bien ce qu'il vient faire là-dedans. Le radis, le TVA, l'ortie, le vinaigre de cidre, le curcuma, tout ça pourrait donner des résultats pour l'asthme. Moi, ça ne me dérange pas, à condition qu'il n'y ait pas une allergie derrière qui provoque les crises d'asthme. Donc c'est pour ça que j'y mets quand même une certaine modération. Vous voyez qu'en bas, je vous ai mis un petit bonhomme avec le menu, parce que je trouve qu'on devient vraiment dans top chef. Vous faites votre choix. Bon, ça irait encore. Là, ça m'en est un peu plus. Enveloppement thoracique, humidification de l'air, éviter les principes actifs. Alors, je ne sais pas ce que vous connaissez comme principe actif. J'ai un petit peu de mal. Boire beaucoup d'eau. Je ne comprends pas bien le mécanisme. Les infusions, les sirops, etc. Et prendre de large. J'ai trouvé ça dans les recommandations. Alors, je pense que c'est lié au saumon sauvage du Pacifique. Il ne faut pas hésiter à prendre de large. C'est pas complètement idiot parce qu'on sait très bien qu'effectivement des personnes qui vont prendre le bateau et vont sortir, l'air marin peut faire du bien, c'est vrai. Bon, par rapport à une crise d'asthme, moi tant que l'asthme n'est pas sévère, ça ne me dérange pas. Mais là, prendre de large, je ne l'attendais pas tellement comme conseil. Dernier, dans le régime alimentaire, restaurer la muqueuse intestinale. Moi, il y a des liens comme ça que je n'arrive pas à faire. Ne pas arrêter le sport, là je l'ai surligné en jaune en disant au piano. Le sport et l'asthme, c'est quand même très très particulier parce que le sport peut provoquer des crises d'asthme, ça demande un contrôle très important du sport. Et donc ne pas arrêter le sport, ça sous-entendrait le fait du sport. Si c'est sur un asthme qui est mal contrôlé, c'est parce que l'on fait mieux.
En projet découvert, bon, phytothérapie, aromathérapie, pourquoi pas, mais alors il y a la méthode Buteyko, le biofeedback, la méthode Frollo, le Reiki, l'Aikido. Je vous incite à aller voir ce que c'est. J'ai pas eu ça en formation médicale, donc je ne sais pas ce que c'est. Et donc vous voyez un petit peu dans les recettes de grand-mère, je pense qu'il y a des tas de choses, si vous voulez, si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, à condition qu'on ne soit pas sur un asthme grave, qui dans ces cas-là justifie une prise en charge totalement différente. Bon, pour ceux qui n'avaient pas vu, Madame Doutreyer. Et donc, c'est le droit du corps étranger qui est inhalé. Donc là, il y a la recommandation de la Société européenne de réanimation, donc de reconnaître le contexte. Effectivement, il y a un corps étranger qui est passé lors de l'alimentation. Il faut évaluer l'importance, inciter la personne à tousser. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'inciter, parce que vous l'avez vu, la tendance naturelle est quand même de tousser. Donner une étape dans le dos, et puis après la méthode de Limich pour les compressions abdominales. Et dans tous les cas, on a à la fin prévenir les secours, je pense qu'il vaut mieux les prévenir tout de suite. Et donc, reconnaître l'inhalation du corps étranger, donc l'appel du centre 15. Première règle, si la personne respire, vous le respectez. S'il y a quand même de l'air qui passe, vous le respectez, vous appelez les secours et vous laissez la personne dans la position dans laquelle elle est mieux, a priori en position semi-assise, et surtout, vous n'intervenez pas. Tant que l'air passe, on y arrivera. L'immense danger, c'est de se lancer dans des manœuvres intempestives comme ça, comme la manœuvre de Limich, et que le corps étranger qui est descendu remonte et se coince sous les cordes vocales. Et là, on arrive à une asphyxie aiguë. D'accord ? C'est très préoccupant chez les enfants avec les cacahuètes. C'est-à-dire qu'effectivement, ça passe dans la trachée et va venir se coincer au niveau de la bifurcation des deux bronches. Les mouvements intempestifs vont faire remonter la cacahuète qui va se coincer dans les cordes vocales, et là, chaque minute va compter. Donc on intervient uniquement s'il y a un arrêt respiratoire. Vous l'avez vu là, si l'air ne passe plus. Encore une fois, c'est pas du tout pour culpabiliser, c'est pas vous qui avez décoincé le corps étranger. On ne fait rien, nous on a des chances d'arriver trop tard. La manœuvre de Limich, ça peut marcher. Et donc toujours de la tenter. Là aussi, je pense que les secouristes, lors des formations, vous expliqueront le mieux possible. Ça marche. Épisode de tout et amélioration, s'en méfier aussi, et ça on l'a avec les enfants, avec les opacités de marque, les Lego, les petites pièces en plastique qui passent, qui restent dans les bronches. Il a toussé, il arrête de tousser, on n'a pas récupéré la pièce, elle est toujours dans les bronches. Et progressivement, il y a des complications qui vont apparaître. Autre sujet sont les brûlures. 400 000 brûlures par an en France, c'est totalement sous-estimé. Il y en a plusieurs millions de façon évidente. Vous ne voyez pas un médecin à chaque fois que vous brûlez, ou alors on sait qu'il y a quand même 10 000 personnes qui ont été hospitalisées. Quand on est confronté à des
incendies d'immeubles et voitures, il est évident que ce sont les pompiers qu'il faut appeler. Là, c'est plus le 15, donc soyez logique. Moi, je veux bien arriver avec un extincteur, mais enfin, je ne suis pas sûr que je serai très performant. Donc là, c'est vraiment le rôle des sapeurs-pompiers. Dès que possible, c'est la règle des 10-15. Le raisonnement est très très simple. C'est vraiment de mettre sous l'eau du robinet, qui est à 10-15 degrés, pendant 10 à 15 minutes, à 10-15 cm du jet du robinet. C'est pas plus compliqué que ça. Toute brûlure, systématiquement, quelle que soit sa gravité, etc., c'est d'abord sous l'eau. Pour une raison qui est expliquée juste en dessous, c'est-à-dire que vous avez la zone qui est brûlée, seulement ça correspond à une onde de chaleur. Cette onde de chaleur va continuer à diffuser. Et donc finalement, on va se retrouver avec une surface brûlée qui sera beaucoup plus importante. Le fait de mettre immédiatement sous l'eau va enrayer cette onde de chaleur et va permettre de circonscrire la brûlure. Donc dès que possible, sous l'eau du robinet, 10-15 degrés, 10-15 cm pendant 10-15 minutes. Vous constaterez, en particulier chez les enfants, que ça soulage énormément au niveau de la douleur, à tel point que les enfants, ils ne veulent plus qu'on retire la main parce qu'effectivement, ça les a soulagés. Et donc c'est vraiment par rapport à cette onde de chaleur qui va diffuser, et donc que l'on peut en régler. À savoir aussi, si ce sont des brûlures chimiques, il faut le faire encore plus longtemps. 20 minutes et une demi-heure, le temps de dissoudre tout ce qu'il peut y avoir au niveau de la brûlure. Donc rapidement sous l'eau. Et après, le premier degré, vous voyez en bas à gauche, lorsque vous revenez de Fort-Mahon après un coup de soleil, ça donne ce genre de situation. Là, honnêtement, vous faites absolument ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. En général, vous aurez un peu chaud. On peut tartiner tout ce que l'on veut. Tant que c'est rouge comme ça, classiquement, c'est ce qu'on appelle la biafine. Vous mettez de la crème Nivea, tout ce que vous voulez. Évitez les crèmes déshydratantes, parce qu'à mon avis, ça ne va pas vraiment arranger la situation. Au contraire, il faut hydrater encore. Sur le deuxième degré, vous voyez sur la photo du milieu, c'est à partir du moment où il y a une cloque, il y a une fultaine qu'on appelle, un soulèvement au niveau de l'épiderme qui se produit. Là, il faudra un avis médical. C'est indispensable parce que ça peut s'étendre, parce que ça peut représenter finalement en dessous une brûlure du troisième degré qu'on voit à droite, où là, on va beaucoup plus loin dans la profondeur de la brûlure, et donc là, il faut vraiment avoir un avis médical. Donc là, sur le troisième degré, c'est centre 15 ou vers le centre hospitalier ou établissement privé, il n'y a absolument aucun souci. Une demande, s'il vous plaît, ne mettez pas de colorant. Ne tartinez pas avec des léosines ou du mercurochrome lorsqu'on est sur du deuxième degré. Je peux vous dire que pour nous, après, pour voir la gravité de la brûlure, on n'y arrive absolument pas. Alors si en plus il faut commencer par enlever l'éosine et le mercurochrome sur une brûlure qui vient de se produire, donc merci d'éviter les colorants. Vous voyez en bas un petit peu tout ce qui peut arriver. Donc là, c'est un peu tôt pour les barbecues. On va avoir notre recrutement habituel comme tous les ans, avec des retours de flammes, les friteuses qui se renversent. Vous voyez toutes les causes par flamme, etc. Donc une nouvelle fois, je me suis intéressé à ma grand-mère. Première attention à la pomme de terre, le dentifrice. Bon, j'avoue que quand je vois arriver une brûlure tartinée avec du dentifrice, si c'est du premier degré, ça ne me dérange pas. Mettez 3 tubes si vous voulez, sans aucun problème. À partir du moment où il y a une effraction d'épiderme, c'est-à-dire qu'il y a une cloque, ou alors que manifestement la couche la plus superficielle de la peau a été abîmée, dans ces cas-là, je suis un peu désolé, mais je ne suis pas favorable parce que nous, on va avoir beaucoup de mal à prendre en charge. Cataplasme de cire d'abeille sur feuille de chou. Je vous conseille de préparer avant la brûlure, parce que sinon, le temps que ça se passe, des compresses de pommes de terre crues râpées. Là aussi, si je vois quelqu'un arriver, nombre de 6 sortes de table, enfin, je ne comprendrais pas très bien. Ce que j'ai trouvé génial sur les compresses de neige, le neige peut être recueilli pendant l'hiver et on servait toute l'année dans un récipient au frais. Très sincèrement, votre magnum d'un litre 5 au frigidaire, il aura la même efficacité. Donc vous pouvez garder le neige, mais pour les brûlures en voie de guérison, donc là il y a des tas de choses, des huiles, d'amandes, etc. Là aussi ça me dérange moins, une fois qu'on est sur une fin d'évolution d'une brûlure, qu'on a bien pris en charge, ça sera obligatoirement un corps gras, etc. Donc ça c'est pas trop gênant. Mais on a encore des perles. Préparez un mélange d'eau et d'alcool, proportion idéale, trempez une compresse dans ce mélange et posez-la quelques minutes sur le brûlure. Si c'est du premier degré, moi ça ne me dérange pas. Si on est avec du deuxième degré, qui est une effraction de la couche la plus superficielle de la peau, moi je vous plains, très sincèrement, je ne le ferai pas. Je pense que vous allez partir en courant. De tamponner avec un coton imbibé de thé fort, ça peut expliquer que certaines fois on a des personnes qui arrivent, il y a une odeur. Bon, je ne suis pas du tout sûr de l'efficacité. Ou avec un blanc d'œuf battu en neige, je vous dis, on est vraiment top chef avec toutes les recettes de cuisine.
honnêtement, laissez-nous faire, c'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement sous l'eau, et après, du 2e et 3e degré, il faut impérativement un avis médical. Très souvent, le médecin traitant, SOS. Sinon, plus grave, ce sera pour nous. Pour les plaies, en survolant très rapidement, vous avez des plaies qui sont panctiformes, qui ne posent pas de problème. Le saignement veineux, il s'écoule, le sang coule. Par contre, le saignement artériel, c'est très différent, il n'est pas rangé au niveau de la plaie. Au niveau des saignements, les conseils sont simples, de surélevement. Monsieur on a parlé dans les nouvelles aujourd'hui, donc il faut vraiment penser à surélevement, ce qui va déjà diminuer la pression. De mettre des pansements simples aussi veineux, c'est-à-dire qu'effectivement, vous mettez des compresses pour resserrer, après ça va être d'aller vers un service d'urgence pour pouvoir bénéficier d'une suture, si ça le justifie. Si c'est compressif artériel, il faut vraiment comprimer. Bon, il y a les points de compression, etc. Là aussi, au niveau des secouristes, on peut vous l'expliquer, quoi qu'il se passe, ou alors sinon vous serrez très fort. Le garrot n'est plus du tout interdit comme il l'était à une époque, et puis pour qu'il puisse y avoir des conséquences sur le monde, il faut vraiment que ça soit serré pendant plus de 3 à 4 heures, donc je pense que d'ici là, vous avez pas le temps d'arriver à un service d'urgence. Le saignement de nez, donc c'est la tête penchée en avant, de se moucher une première fois pour faire partir les caillots, et après de comprimer les 2 narines. Il n'y a aucune gravité dans les saignements de nez. C'est une espèce de soupape qu'on a dans le nez, et donc, avec une tension artérielle qui peut être élevée, etc., ça provoque un saignement de nez. Il n'y a rien de dramatique. Comprimez bien les 2 narines, normalement, sauf les personnes qui sont sur anticoagulants, etc. Et là, il faudra qu'on intervienne. Et normalement, ça va se calmer en comprimant les narines. Je retrouve grand-mère. Pour les plaies, plus de paprika au piment rouge. Ça ne doit pas faire du bien, mais il paraît que ça arrive le saignement artériel. Là aussi, libre-nous. De mettre du poivre, bon, c'est mieux que le sel. Ça, c'est mon point de vue sur les blessures. Le glaçon, mais il ne désinfecte pas la plaie. Tous les cicatrisants naturels. Donc là, vous tartinez avec tout ce qui vous tombe sous la main, feuilles de chou. Le saignement de nez, c'est la glace. La mèche de l'automne a mis du citron dans le nez, je voudrais bien voir. Parce que si ça saigne, c'est qu'il y a une petite effraction, il y a une petite plaie. Il me semble que le citron, c'est de l'acide citrique, et d'aller mettre de l'acide sur une petite plaie, ça a des chances d'arrêter de saigner. Je ne vous dis pas avoir des conditions. Crier le plus fort possible, j'ai pas compris. Si quelqu'un a une explication plausible sur le fait de crier le plus fort possible, je ne sais pas. Donc respirez, boire un jus de poireau, il y a le Conorti, et qui a obtenu le prestigieux prix Nobel des travaux scientifiques les plus loufoques, c'est de mettre une tranche de bacon dans la narine qui saigne. Il y a effectivement au niveau mondial des Nobel des travaux scientifiques les plus loufoques, et il y a eu celui-là avec une tranche de bacon dans la narine qui saigne. Pour votre information. Vous pouvez essayer, si vous voulez le voir, je pense qu'on commencera par retirer la tranche de bacon. Dernière situation que je voulais aborder, qui concerne les accidents de voie publique. Vous pouvez être confronté, comme tout à chacun, d'accidents de voie publique. Bon, il y en a beaucoup moins qu'auparavant par des tas de mesures de sécurité routière, mais c'est aussi des personnes qui sont renversées, etc. Là aussi, vous pouvez nous aider, dans le sens qu'il faut s'assurer d'appel par le 18, par le 15. On aura aussi besoin des pompiers pour des incarcérés, etc. Et en sachant que les deux communiquent entre le centre 18 et le centre 15, donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Sur tout ce que je disais sur le centre 15 avant, c'est que vous pourrez avoir un médecin. Et là, vous pourrez avoir des tas de conseils. Sinon, après, le 18 et 15 communiquent. À chaque fois, sur un accident de public, une localisation extrêmement précise. L'accident, il se produit entre Saint-Quentin et M. Oui. Bon, ça c'est encore, je dirais, la route elle est toute droite. Si on est entre telle et telle commune, c'est quelle route, etc. Et entraînez-vous lorsque vous baladez en pleine campagne, etc., en disant je tombe maintenant sur un accident, comment est-ce que je vais expliquer où on se situe? Heureusement, je dirais avec les GPS, etc., on peut avoir une aide considérable pour indiquer qu'on est entre telle et telle commune. Je peux vous dire que certaines fois, on a sacrément galéré pour trouver le lieu de l'accident, parce qu'effectivement, le descriptif, c'est de à peu près. Je ne vous raconte pas quand c'est nuit, etc. Quand vous circulez de nuit, comment est-ce que vous voulez décrire à quel endroit vous tombez sur l'accident? Après, de pouvoir nous donner le maximum de renseignements. Est-ce que c'est une personne qui a été renversée? Est-ce que c'est un accident de plusieurs voitures, etc. La gravité, vous pouvez aussi en avoir une. Les conseils qu'on peut donner, c'est quand même d'éviter le suraccident. Et ça, on ne le dira jamais assez, mais combien de fois il y a effectivement des personnes qui vont être renversées alors qu'elles se sont arrêtées pour donner un coup de main sur un accident? Soyez très prudents.
de faciliter l'arrivée des secours. Là aussi, parfois on arrive et il y a un bouchon qui nous empêche d'arriver jusqu'au lieu de l'accident. Et bien évidemment, en dernier, je ne prends pas du tout position par rapport à la situation actuelle, vous avez compris, de savoir se protéger. Je parlerai quand même des gilets jaunes. Là, il y a un intérêt et je ne dis rien sur le reste. D'accord? Là, si vous pouvez vous protéger en mettant ce gilet jaune, c'est indispensable. Donc, pour les victimes, je vais vous demander de ne pas nuire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des règles très importantes. Ne pas sortir la victime du véhicule. J'arrivais sur des accidents comme ça, on avait sorti quasi manu militari la victime du véhicule. Et quand je demande pourquoi, la voiture allait prendre feu. Bon, attendez, je veux bien. L'ennui, c'est que sur des chocs très violents, la personne en position assise derrière le volant a une compression au niveau de l'abdomen qui va lui permettre d'étendre. Le fait de la sortie va décomprimer au niveau de l'abdomen. Si jamais il y a une hémorragie interne, on a des chances d'arriver à une situation très difficile. Ne pas déplacer la victime, les personnes qui se sont fait renverser, les laisser dans la position dans laquelle elle est, surtout protéger, éviter qu'elle soit à nouveau renversée ou autre. Ne pas retirer le casque, on ne dira jamais assez, c'est notre travail de retirer les casques. Il y a la moelle épinière et des vertèbres cervicales. Donc de pouvoir nous passer un premier bilan avec la gravité, conscience, saignement, etc. Rassurer, couvrir, écarter les curieux. Parfois, on a quand même des difficultés d'intervention parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde et tout le monde y va de son commentaire. Nous, on est un peu désolé, on vient pour prendre en charge les victimes. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire ce soir. Et en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu qu'on a besoin de vous. Ça, c'est indispensable. Vous pouvez nous aider dans toutes les situations d'urgence auxquelles on est confronté. Il y a des choses où vous pouvez avancer. Il y a effectivement des aides, que ce soit retrouver l'ordonnance, que ce soit effectivement faciliter l'arrivée des secours, de nous retranscrire exactement ce qui se passe, de savoir appeler les secours. C'est vraiment primordial, donc on a besoin de vous. Évidemment, ne pas nuire. Chacun de vous peut être utile, que ce soit pour prévenir les secours, pour s'occuper de la victime, et puis surtout formez-vous. Allez au niveau de tout ce qui vous est proposé, au niveau des associations de secouristes. Il y a des choses à apprendre, quel que soit l'âge. Il faut y aller, on apprend des choses, et je pense que ça nous permettra d'améliorer un peu nos statistiques françaises par rapport à d'autres pays. Il y a vraiment quoi faire. Et ce que je voulais vous dire en dernier, c'est toute mon amitié au Congrès. La parole.